Bienvenue dans Manager l'Odyssée, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager sur Be Smart for Change. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Mack, cofondateur de Circle. Après un parcours international et varié, Nicolas a créé Circle, une application de comparaison des prix alimentaires. Aujourd'hui, il revient sur son expérience dans la construction et la gestion d'équipes au sein d'une start-up en pleine croissance. Bonjour Nicolas, Bonjour, bienvenue. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez une expérience internationale impressionnante. Vous avez vécu dans 10 pays. Quelles différences culturelles vous ont marqué dans la gestion d'une équipe selon les pays ou les contextes? Bonne question. Donc pour le contexte, effectivement, moi j'ai fait des études au Canada. Oui, J'ai commencé ma carrière en Allemagne, oui, en réalité en Chine un peu avant, mais surtout en Allemagne, après en Suisse, maintenant en France. C'est une bonne question. Je pense que la réalité, c'est que malgré les pays, ce qui change plus, c'est les gens. Donc dans chaque pays, on va avoir des typologies de personnes différentes. C'est très général ce que je dis, mais c'est très vrai. non, mais Après, si on doit généraliser un petit peu, euh, je me rappelle que quand j'étais arrivé en France, donc c'est il y a 6 ans, j'étais beaucoup plus, je le suis toujours, j'ai tendance à être assez direct dans ma communication. Chose qu'en France, peut-être, on a tendance à moins l'être. Il y a oui, des... j'allais dire, c'est pas une spécificité française. D'être direct? Hmm, Ah oui, non, les Français sont... Il y a plutôt ouais. des maniérismes, justement, Et ou des donc ça vous manières... vient d'où, cette euh, clashness? donc mon père est néerlandais. Ok, Les très Néerlandais ont bien. tendance à être très directs. Ok. Ma mère est québécoise, canadienne. Là, c'est plus, je dirais, dans un côté plus rond, un côté très humain. Ouais. Euh, Là où en France, et là encore je ne veux pas généraliser, je dirais plutôt à Paris que dans toute la France, parce qu'il y a Oui, aussi une grosse différence entre Paris oui. et... mais à Paris en tout cas, dans des milieux, je dirais, professionnels, un peu plus poussés, type boîte de conseil, il y a beaucoup de On maniérisme. enrobe. Voilà, et quand je suis arrivé, j'étais très différent des gens, donc il y a eu un moment d'adaptation. Mais maintenant, Donc pour revenir sur votre question En sur les fait, c'est plutôt différences, vous qui vous êtes senti différent. ah complètement. Au début, c'était assez dur, je vais pas vous mentir. J'étais vu comme quelqu'un de différent, qui peut-être qui en voulait un peu trop, qui était plus direct, je me rappelle même il y a 6 ans, quand je disais des fois des mots anglais, mais de manière naturelle, c'était mal perçu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, donc ça a beaucoup changé. Mm. Aujourd'hui, les jeunes aussi utilisent plein de mots en anglais, c'est limite normalisé. En tout cas, dans le microcosme des startups. Euh, mais pas que, enfin, mais oui, en tout cas, Les Microsoft, anglicismes, en tout cas, certainement, sont très certainement, répandus et certainement, ultra démocratisés dans l'univers startup. complètement. Mais c'est très dur à répondre. Ouais. Je pense que c'est des expériences aussi que j'ai vécues moi personnellement. Mm. Donc, il faut toujours prendre avec une pointe. Même tout ce que je vais vous dire là pendant cet entretien, c'est ce que moi j'ai Bah, c'est vécu. le but. Le but, Et c'est voilà. d'avoir votre retour à vous, qui vous caractérise vous et votre Ouais. sensibilité à vous. Euh, Est-ce que, malgré tout, il y a des choses qui ont pu vous déplaire dans d'autres pays, que vous appréciez peut-être en France ou en termes d'expérience ou... Euh, qui m'ont déplu. Bah, en fait, la meilleure Ou manière peut-être que je quelque peux chose qui répondre à la vous plaît question, en France. là, Qu'est-ce qui vous plaît dans oui, le oui, fait complètement. de... Bah, la meilleure manière de répondre, c'est plutôt c'est des gens avec qui Ouais. je me suis entouré là aujourd'hui, que ce soit donc, dans Circle qu'on est en train de créer, que ce soit également à Octo Technologies où j'ai travaillé avant, des gens très bienveillants qui Mhm. m'ont permis en quelque sorte de me reconstruire par rapport à les expériences précédentes où ces environnements qui étaient plus toxiques, mais qui D'accord. n'étaient pas dus, je dirais, au pays, mais qui étaient plus dus aux personnes, encore une fois, avec qui je travaille dans ces contextes-là. Donc je veux nuancer, et c'est pas que je vais pas dire que la Suisse ou l'Allemagne sont des environnements Non, bien ou sûr. la France. Et puis d'ailleurs, en France, j'ai vécu deux expériences très différentes Mhm. professionnellement, entre ma première et ma seconde, où la première était beaucoup plus difficile, la seconde beaucoup plus justement saine, et m'a permis là de me donner des ailes pour donner confiance en quelque sorte de lancer Et alors Circle aujourd'hui. aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est que vous dites il faut rester franc ou l'enrobage, Complètement. c'est bien aussi? Qu'est-ce que... Donc moi, je crois beaucoup en la communication, c'est-à-dire que, et ça s'applique dans tout train de vie. Donc ça s'applique par exemple là, avant de commencer, on parlait de ma femme qui est enceinte, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et ça vient en grande partie d'une communication continue, une volonté aussi de co-construire, d'avancer ensemble, et ça s'applique également dans un contexte professionnel.
Je peux entrer en détail de plein de manières de communiquer, mais la communication, c'est la base. Et du moment qu'on se comprend, on peut avancer. Quand il y a un conflit, on en parle, on avance. Mais vous êtes Euh, resté aussi cash? euh, Ce qu'on a pu disons vous que reprocher. Comment euh, vous le voyez maintenant, j'ai rétrospectivement? appris à nuancer ou à peut-être ne pas dire certaines choses qui pourraient Être perçu comme trop frontal, oui, et c'est même pas au niveau personnel, parce que là, donc les contextes sont différents, mais à ne pas créer de jalousie ou à ne pas créer un sentiment euh, comme d'ascendance, de domination ou oui, ou de perception peut-être de jalousie vis-à-vis de qui? de Entre les... jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être qui monte un peu plus ou quelqu'un qui se D'accord, positionne différemment. Donc de faire attention à ça, mais après, quand c'est en direct, oui. là, pour le coup, je Vous trouve ça. restez toujours aussi... Je pense que c'est. Non, mais après, c'est-à-dire que c'est communiquer de manière directe, mais aussi de manière saine Oui, et de manière, comment dire, pour honnête. faire du bien aussi. C'est-à-dire que je crois beaucoup aussi au feedback constructif, au feedback positif, au feedback, effectivement, toute relation, en fait, dans le travail, c'est aussi. Enfin, on va en parler plus, mais on a fait un peu de bien s'entourer à Circle, c'était hyper important. Donc, on a une super équipe, on a des super conseillers, on a eu un beau parcours. Vous êtes combien aujourd'hui? Euh, En temps plein, on n'est que 5 6 personnes, mais on a comme une galaxie de freelance Oui, où on est une bonne vingtaine. Et c'est des gens qui ont fait enfin, qui viennent de Biril, qui viennent de TikTok, qui viennent de Mano Mano, qui viennent de Joe, enfin, qui viennent de plein d'immenses hmm. boîtes. Et nous, on est Oui, on va encore y très tôt revenir. dans notre parcours. Mais bon, je m'arrête là pour Non, non, votre prochaine question. il n'y a pas de problème. De toute façon, on va y revenir. Super. Avant Circle, vous avez eu des parcours variés dans le Oui, marché de l'art, le conseil stratégique, l'e-commerce. oui. En quoi cette diversité vous est-elle préparée à monter une équipe chez Circle? Complètement. Ben, déjà, donc, comme vous dites, il y a une diversité dans le parcours professionnel. Il y a aussi une diversité dans les 10 pays où j'ai vécu avant, qui Hmm. m'ont, en fait, ce que ça fait, ce genre de choses, c'est que ça ouvre beaucoup l'esprit. Donc, je suis très ouvert d'esprit. On a une équipe d'ailleurs qui est très diverse, elle aussi, avec des gens qui viennent de plein de régions dans le monde. Et j'attribue justement beaucoup de valeur à ça, aux différences, pas qu'aux différences de nationalité, aussi aux différences de provenance, de parcours, pour justement, un peu sur ce que je vous disais avant, sur cette notion de collaboration, de co-création, de co-construction, qui est pour moi hyper importante et qui a abouti aujourd'hui sur un produit, je pourrais vous en donner aussi des détails, mais un produit qui aujourd'hui qui marche très bien, un produit que les utilisateurs utilisent beaucoup, donc ils se connectent 8 fois par semaine sur notre application, ils passent plus de 20 minutes par session et ils reviennent, on en reparle juste après, mais donc sur votre question, Hmm. effectivement, ces différences ou ce parcours m'a principalement permis d'être très ouvert d'esprit. Mhm. Et aussi d'accepter, c'est-à-dire que peu importe la seniorité de la personne, ça peut être un ou une stagiaire ou la personne qui était le CTO de Gorillaz. Oui. En fait, on va prendre les idées pour ce qu'elles sont et pas pour qui est la personne. Ça, vous Euh, essayez d'être fidèle à cette philosophie? 100%. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on, pour donner un exemple concret, même si je ne dirais pas on n'est pas encore très bon aujourd'hui, mais notre mentalité, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on teste, en fait, on teste tout et n'importe quoi. Donc, on teste des idées, on voit si ça marche très bien, on prend, ça marche pas, ben, on itère. Et donc oui, donc il y a une valeur, effectivement, dans ces différences qu'on continue de cultiver Mhm. et qui est Et que importante vous pour moi essayez de personnellement. maintenir malgré la croissance. Complètement. Complètement. Vous avez des mentors en management? Oui, Des personnes qui vous ont influencé peut-être, qui ont marqué votre parcours? complètement. Ou à Euh, contrario, dont vous avez observé les pratiques et vous vous avez dit: «Surtout pas, je ne serai pas cette personne-là». il y a de ça aussi, mais je vais plutôt penser à celle qui était positive. Oui. Et il y avait une personne avec qui j'ai travaillé à IBM qui s'appelle Alexandre Pinault, qui était très très fort justement dans sa qualité de leadership, d'énergiser des gens. On avait voulu créer chez IBM du conseil en stratégie digitale, un peu créer le sort de McKinsey ou Bain du digital. Ce projet-là a floppé parce que les gens ne voyaient pas IBM sur ce genre de service, mais on avait assemblé une très belle équipe et j'en garde je cite Alexandre, mais il y en avait plein d'autres. Et donc voilà, donc lui, il m'a appris beaucoup. Il y a d'autres personnes également chez Oxo Technologies qui m'ont plutôt appris des techniques de co-création, de collaboration. Donc c'est plein de techniques en fait, qui sont très communes dans le monde du digital, mais que je connaissais moins avant. Et également ce sentiment plus de
de bienveillance et d'équipe. Et aujourd'hui, c'est des personnes auxquelles vous vous référez encore quand vous avez une décision à prendre ou quand vous avez des Euh, doutes peut-être? Est-ce que, Bah donc aujourd'hui, ça a un peu évolué parce que donc on s'est entouré également de conseillers, donc d'advisors, si vous voulez, dans la startup. On en a beaucoup, on en a entre 8 et 10. Donc il y a deux types de conseillers. Il y en a 4 qui viennent plutôt du monde, 4-5 qui viennent du monde du retail. Donc il y en a une qui était la Chief Commercial Officer d'Ocado, un autre qui était sur le board de Monoprix, mmh, un qui est le CFO de Big Mama, qui a également investi dans Circle, un qui est passé par Danone, Kraft et d'autres groupes. Donc tous ces gens-là apportent en fait une expertise et des conseils sur comment naviguer le monde du retail et de la distribution qui n'est pas un monde facile. mmh, Il y a mmh, des secteurs où les gens vont être. C'est un secteur qui est quand même beaucoup sur des marges très fines. Vous voyez les agriculteurs en ce moment. Enfin, c'est un secteur qui est pas simple à naviguer. Donc, eux nous apprennent ça. Et il y a d'autres conseillers qui viennent du monde des startups. Donc, on a des gens géniaux. On a par exemple Maud Caillot de Green Gut. On a Alexandre Oloku de Joko. Lionel Mora de Neoplants. François Roth de Colonize. Et eux nous conseillent plutôt sur comment développer, mmh. commencer effectivement une startup et nous conseillent sur tous les éléments, que ce soit levée de fonds, équipe, gestion effectivement de tous les problèmes qu'on a au fait dans le début ou les choses à gérer au début d'une startup. Donc on s'est très bien entouré et on a également en plus des incubateurs. Donc au tout début, on était passé par Rungis Eco, donc l'incubateur du marché de Rungis. Mmh. C'était sympa. Aujourd'hui, on est à Station F dans le Founders Programme, qui est un programme qui donc investit un petit ticket dans les startups, qui accompagne. C'est entre autres grâce à eux qu'on a rencontré certains de nos conseillers. Mmh. Et aujourd'hui, on est au sein de l'EIT Food Seedbed. C'est un programme au niveau de l'Union européenne. Donc ça aussi, ça me tenait à cœur, étant très international, de faire quelque chose au niveau européen. Mmh. C'est un programme donc là plutôt deep tech qui nous ont mis en relation avec des chercheurs, notamment suisses. Je ne vous ai pas parlé beaucoup du produit jusqu'ici, mais donc on a lancé un comparateur de prix de supermarché. Parce que c'est pas le but. Parce que Attention c'est pas que Nicolas. ça. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le but. Non, ici on parle de management. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une partie sur l'anti-gaspillage, et Oui. c'est ça que les chercheurs nous aident du coup à faire. Donc on s'est Mmh aussi mh. entouré de Mmh. chercheurs, de scientifiques pour nous conseiller justement comment Mmh. développer notre produit. Et vous, quand vous recrutez, quelles sont les qualités que vous recherchez? Bonne question. Ça dépend beaucoup des rôles, mais grosso modo, là, à ce stade très jeune de notre startup, on cherche des gens qui sont, ça va paraître, mais qui sont donc dégourdis, indépendants et qui sont force de proposition et qui vont en fait apporter vraiment une expertise profonde sur leur sujet. Donc c'est pour ça aussi Donc que c'est-à-dire des gens ultra qualifiés ou plutôt très volontaires ou? ça dépend des rôles, mais globalement, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec beaucoup de freelance. En tout cas, aujourd'hui, c'était à la fois pour travailler avec des gens effectivement très expérimentés, mais qui nous donnaient une flexibilité sur ne pas avoir à justement avoir des immenses salaires et des gros CDI très Ouais. lourds. Et là, justement, on est en pleine levée de fonds pour internaliser des rôles clés, notamment une CMO qu'on cherche à faire entrer en tant que lead co-founder. Donc le principe, c'est que là, comme ça fait déjà 1-2 ans qu'on est lancé, c'est pas comme cofondatrice au tout début, mais ça reste encore early stage. Et cette personne-là, on chercherait dans l'idéal, pour répondre du coup à votre question précédemment, mi-fin vingtaine, une belle expérience déjà, mais pas mi-fin trentaine non plus, et quelqu'un qui justement qui en veut, qui a faim, qui a déjà idéalement une expérience par exemple en agence ou quelque part, qui du coup a quelque chose à apporter, et qui reste Pourquoi c'est suffisamment jeune. important la jeunesse? Parce que souvent, enfin, et j'ai déjà créé une startup avant, je généralise hein, dans mon Oui, oui. propos. Mais si je dois généraliser, si on prend quelqu'un qui avait mi-fin trentaine, Ouais. en règle générale, ça peut être des gens qui vont, et c'est très bien aussi, moi justement je vais avoir un enfant là bientôt, mais qui peuvent avoir des enfants, des familles, qui vont, je généralise, mais qui peuvent avoir tendance à être plus confortables dans leur approche professionnelle. Ah oui, C'est-à-dire, quelqu'un qui donne tout, quoi. bah oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui rentre justement en tant que cofondateur, et en start-up, en tout cas au démarrage, il faut tout donner, sinon ça ne marche pas. Chose que vous C'est... estimez être impossible avec des enfants? Non, justement, on cherche quelqu'un de plus jeune, donc c'est ce Oui, que je mais dis. justement, vous estimez que le fait de tout donner, de se surimpliquer, c'est impossible quand des enfants rentrent dans l'équation ou parce que Non, vous-même, vous allez en avoir? non, non, justement, en fait, c'était pas par rapport aux enfants proprement, c'était juste, c'est un des éléments. Mais souvent, en fait, avec le temps, et c'est très bien aussi, justement, et c'est sain, on va avoir tendance à plutôt faire valoriser nos compétences
De manière souvent, elle est monétisée. Donc, je peux donner des exemples très bêtes. D'accord. Je vais aller sur un board et je vais passer 2-3 heures par mois. Je vais me faire beaucoup d'argent, mais c'est temps très... Et ça, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on cherche, justement. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui va s'impliquer, qui croit aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a pu tellement bien s'entourer, c'est qu'on a un projet qui parle aux gens. Mmh. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour généraliser, c'est quelqu'un qui va dire, OK, j'en ai marre du salariat. Je veux lancer un projet. Je ne veux pas le risque de démarrer à zéro. Donc, ce projet-là me parle, je me lance Mmh. là-dessus. Et la personne, bien sûr, aurait des parts dans l'entreprise. Donc, c'est pas, c'est tout aussi Oui, valorisant. c'est Euh, agir, comme si c'était son bébé, mais à juste titre, pas et, juste, et pour nuancer, on ne fait pas de l'âge un critère. C'est pour ça que je disais au tout début, c'est une généralité qui ne s'applique pas. Mais oui, vu que vous oui. demandiez, c'est des, voilà, par Mmh. expérience. Rétrospectivement, quel a été le moment où vous vous êtes senti, manager pour la première fois? Ça, c'est plus personnel, hein. Euh, C'est une bonne question. Après, tout est relatif sur ce qu'on définit comme manager. Mais vous me faites penser à une anecdote qui est assez drôle. Mmh. J'étais en quatrième, je crois. Mmh. Et donc, c'était aux États-Unis, à Houston, au Texas. Et il y avait un moment où il fallait faire c'est des élections pour les délégués de classe. Ouais. Et j'avais fait un sort de discours. À la fin, j'avais dit vous avez besoin d'un homme comme moi. Enfin, un truc un peu. Mais ça avait fait Ouais. rire le prof. Ouais. Tout le monde se marrait. Donc, ça, c'est peut-être la première fois où il y avait le sentiment de il faut convaincre des gens de voter. Bon, après, derrière, c'est pas vraiment du management. Mais après, dans un contexte pro, je dirais que c'était en Allemagne quand j'ai monté. Donc, je suis parti d'Allemagne, donc en Suisse, pour monter cette première boîte. Ouais. Et c'est là, effectivement, il y avait beaucoup le sujet de gestion de personnes, le côté humain. Et le challenge, c'est toujours qu'avec toute la bonne volonté du monde, moi je suis un grand rêveur, je suis très idéaliste, mais des fois on a toute la bonne volonté et malgré nous on n'arrive pas à créer un environnement aussi, je suis très perfectionniste aussi, un environnement aussi parfait qu'on aimerait. Et ça justement ça s'apprend, c'est comme ça qu'on tricote. Mmh. Mais donc au tout début j'étais jeune, j'avais 23 ans, donc aussi beaucoup à apprendre. Mais voilà, je dirais que c'était à ce moment-là où j'avais vraiment le côté Mmh. lancer une boîte, intégrer des gens, les faire évoluer, gérer justement ce sentiment de vouloir d'aspiration et de réalisme aussi derrière ce qui est possible, qui n'est pas toujours facile. Euh, voilà. Et quelles sont les qualités humaines, non négociables quand vous recrutez? Ce sur quoi vous êtes particulièrement attentif? Ouais, Parce qu'on a parlé de la motivation, des compétences, bien sûr, mais là, je oui, parle oui. vraiment de l'humain. Donc humainement, je dirais une curiosité forte, c'est-à-dire, et ça vient, la curiosité aussi amène à justement une force de proposition, une force de appréhension, de compréhension de l'autre. Euh, je dirais aussi des gens qui sont plutôt humainement, idéalement, qui sont assez faciles, fluides, donc ils vont pas être trop rigides ou qui vont pas être, même si des fois il y a des gens effectivement plus rigides qui peuvent apporter beaucoup intellectuellement. Si on réfléchit à une dynamique d'équipe, Mmh. ça aide d'avoir des gens qui vont justement amener une sorte de dynamique plutôt Mmh. positive. Donc ça c'est important aussi, je dirais. Et sinon, sur l'humain à proprement parler, hmm, Bah, la curiosité, c'est déjà une pour moi, ouais, c'est qualité, c'est très important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça c'est très vrai, c'est que peu importe le niveau, prenons quelqu'un qui sort tout juste d'école, qui a mmh, aucune expérience, si la personne est curieuse, qu'elle va tester des choses, qu'elle va apprendre, itérer, en fait, elle peut monter très très vite. A contrario, quelqu'un qui s'intéresse un peu moins, qui est un peu moins curieux, qui est plus, disons, minimaliste dans sa manière de voir les choses, ou qui va moins, bah, elle va beaucoup moins évoluer. Et donc pour moi, c'est ça, au fait, qui... vous prenez de très jeunes talents aussi, pas Oui, bien forcément, sûr. très expérimentés? On a donc des stagiaires, des apprentis qui sont très bien. On est très contents. Et c'est facile de gérer leur accompagnement et en même temps les exigences du quotidien opérationnel, Bah, moi, je suis quelqu'un, je prends peut-être trop de temps. Justement, je devrais peut-être en prendre moins. Mais j'ai tendance pourquoi? à être Pourquoi très il faut prendre impliqué moins de temps? Pourquoi ce serait pas bien? parce qu'on a tellement de choses à faire. Mmh. Et des fois, j'ai tendance à justement peut-être me surimpliquer, et donc vouloir effectivement, mais je vais finir par passer 1 heure avec la personne alors que je pourrais peut-être le faire en 15. Mais ça, c'est quelque chose justement sur lequel Ça moi, vous a été reproché? Ou c'est juste que vous en faites les frais a posteriori et les deux, je pense qu'effectivement, il y a un côté, ce que je remarque, c'est vachement intéressant aussi les différences de génération. OK, C'est-à-dire que ma génération, donc moi j'ai 33 ans, OK. on était un peu, donc on n'est pas au niveau au-dessus, entre guillemets, boomers qui ont donc bénéficié d'une belle période économique et aujourd'hui encore.
On était dans juste après, mais c'est quand même, en tout cas, si il y avait une génération où on donnait beaucoup. On était encore dans cette mentalité de. Et ce que je remarque avec la nouvelle génération, ah, bon, je ne généralise pas à nouveau, mais Non, mais certains. encore une fois, c'est C'est votre prisme, votre point de Ouais. vue, votre Non, mais histoire. parce qu'il y a deux. On a eu des. Donc, il y Mm. en a certains qui étaient hyper bosseurs, un peu justement, plus comme moi, et d'autres qui vont plus être sur une dynamique de forte indépendance, forte justement volonté de ne pas trop avoir ce système hiérarchique. Et c'est quelque chose que, donc moi, j'ai aussi appris à naviguer, comment gérer différemment, là où bah, je viens effectivement moi, plus d'un modèle où on travaille ensemble et c'est normal si quelqu'un dit ben voilà ce qu'on doit faire, que Plus ce soit vertical. pas forcément vertical, mais en tout cas de cette notion de collaboration qui est juste acceptée plutôt que, ce que je peux remarquer avec certaines personnes, ça va être, en fait, moi, je sors d'école, donc je sais faire, et donc je D'accord. veux mon indépendance, et je veux avancer et tester. Ce qui, dans mon temps, en tout cas, personne n'aurait même dit ça. Ouais. Donc je vois des Plus différences. d'audace. Voilà. Et donc on apprend Et aussi ça, à vous le faire avec prenez ça. comme quelque chose de moteur ou ça peut être un frein? Complètement. Non, mais pour moi, c'est pour ça que je disais, moi, je suis aussi dans une dynamique de amélioration continue. Donc, Mhm. pour moi, c'est que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est hyper important justement de prendre ces feedbacks, Ouais, ouais. de s'améliorer soi-même, donc toujours être à l'écoute. Et ça revient sur l'ouverture d'esprit, la curiosité, Mm. qui pour moi sont les bases. Je pense qu'avec ces deux bases-là, en fait, on ne peut qu'avancer. Beaucoup de gens, pour faire une autre un peu généralité, mais souvent quand on rentre dans la vieillesse, c'est des gens Mhm. qui vont rester sur leur acquis, qui vont dire, bah, moi je sais tout. Moi je sais tout, je ne vais pas changer. Et ça, c'est le plus gros. Et il y a Oui, des- et en même temps, vous dites qu'il y a l'arrogance d'une nouvelle génération qui sort d'école, enfin, arrogance, c'est une mentalité, mais je qui peut pense dire qu'ils. aussi, moi je sais parce que j'ai été formée pour et je veux faire, donc Exactement, mais ils vont finir par apprendre. En fait, dans tous les cas, c'est plus sur la dynamique. Mm. euh, et si on a une dynamique plus ouverte, curieuse, ben souvent ça va un peu plus vite et c'est peut-être plus vertueux. Alors qu'à contrario, on va également apprendre, mais il y aura peut-être une forme Mhm. de Mhm. déception ou de tristesse en fin de vie. Et ce que je dis, c'est pas que sur le professionnel, c'est aussi beaucoup sur Mhm. l'humain, sur les Mhm. relations humaines, des gens qui sont beaucoup seuls aujourd'hui, mais c'est pas le sujet de de ce, de ce interview. Vous avez réuni une équipe, vous l'avez dit, composée de talents issus de différentes startups à succès, Oui. et des environnements souvent caractérisés par des cultures d'entreprise fortes et bien Oui. à elles. Comment est-ce que vous intégrez ces influences dans votre culture d'entreprise? Déjà, comment vous la définissez, votre culture d'entreprise, et comment vous faites pour qu'in fine, ça forme une seule et unique... Super question, à laquelle j'ai pas vraiment la bonne réponse, parce que c'est une question, Non, enfin, mais c'est vous très avez la dur, vôtre. effectivement. Mais non, mais la notion de culture, en fait, est très dure, surtout dans une startup qui est jeune, où on va pas forcément prioriser cette notion de culture. On va plus prioriser, en tout cas nous. Aujourd'hui, c'est beaucoup le développement du produit, Oui, de lancer le produit, oui. de générer des fonds pour se L'aspect permettre d'avancer. quantitatif. Mais cette notion de culture est quand même souvent malheureusement mais c'est mauvais, donc mis un peu Ouais, à la trappe en ouais. dessous. Nous aussi, ce qui est très propre à nous, c'est qu'on a une boîte où on a énormément de freelance. Donc c'est des gens où on n'est pas, au fait, on est Mhm. rarement ensemble sur le même plateau. Mais donc en fait, ce que ça veut dire, c'est mettre en place plein de. Non, c'est pas vraiment la culture, mais c'est plutôt des méthodes de travail. Donc c'est mettre en place des rituels où on va effectivement donc se parler en début de semaine, en fin de semaine. On va faire des points d'avancement. Je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, mais il y a des mots Ouais, pour ouais. ça. Et également, c'est aussi de passer du temps sans travailler, donc chose que malheureusement, ensemble sans travailler, chose que malheureusement là plus récemment on a un peu moins fait et c'est pas bien. Mais pour donner aussi une image assez sympa, tous les gens qui sont passés dans notre entreprise, donc des gens qui étaient à temps plein, ou des gens qui étaient même là un peu au début, on leur a donné chacun un petit arbre, et nous aussi on a un petit arbre, donc c'est deux arbres au fait identiques, et, euh, en dessous il y a leur nom, il y a un petit cœur, et il y a le numéro de quand la personne était rentrée dans la boîte, et l'idée c'est à terme de créer une sorte de grande forêt, et Est-ce qu'après vous allez collectivement planter un arbre tous ensemble? ce serait mignon. Ça, c'est ce que je veux faire pour l'anecdote, c'est ce que je veux faire avec ma femme quand on décède. On veut planter un arbre et être enterrés tous les deux en dessous pour vivre Ouais, comme très ça. bien, vous pouvez vous en Mais servir. on pourra mettre toute l'équipe. Non. Mon Dieu. Et donc pour Ouais, vous, finalement, la culture d'entreprise, c'est un ensemble d'actions concrètes plus qu'une philosophie globale. un ensemble Ou à d'actions. terme, vous voudriez que bah, ces petites actions dont vous parlez du quotidien, Oui. plus qu'une philosophie. Ou à terme, vous aimeriez Non, non, à créer terme, la on philosophie. veut.
Oui, Circle. je pense que c'est important. Donc, je peux vous répondre avec une Donc c'est autre. pas superflu une culture d'entreprise, C'est c'est hyper pas important. Mais justement, la seule où j'en ai vécu vraiment une qui était très forte, c'était encore chez Octo Technologies, où là, il y avait une vraie culture, il y avait un vrai sentiment d'appartenance, mais qui n'était pas fake, qui n'était pas comme certaines boîtes qui disent on est une famille et tout ça, gna gna gna. C'est plutôt, en fait, c'était assez engageant. Non, oui, parce que ça, c'est pas non plus. Et c'était assez engageant naturellement, et les gens s'y retrouvaient bien, parce que je pense qu'il y avait surtout cette notion d'environnement sain, d'environnement de respect de l'autre, d'environnement aussi, de la valeur, de l'expertise, et donc du partage de ces expertises, de la curiosité encore une fois, Mmh. euh, mais en respectant des limites effectivement saines où on ne travaillait pas des heures de fou. Et tout ça, je pense que ça avait effectivement créé une belle boîte, une belle culture qu'on aimerait nous aussi créer. Et peut-être pour terminer sur cette réponse, même mon Ouais. ambition pour Circle, Mmh. je ne veux pas créer un truc énorme où on est 1000 personnes, ça D'accord. m'attire pas du tout. Par contre, si on peut rester une vingtaine, Pourquoi ça vous attire pas? parce que tout de suite, au fait, naturellement, ce genre de grosses boîtes, les notions politiques ou les notions en fait de dynamique justement humaine qui deviennent très incontrôlables quand il y a autant de personnes. C'est-à-dire que on peut avoir toute la meilleure. Bon, après, Fatalement, ça devient incontrôlable? C'est non, pas pas qu'une question fatalement. d'organisation? Je pense que c'est beaucoup une question en fait de top-down, c'est-à-dire que si au top il y a une bonne volonté, ça découle souvent sur l'entreprise, mais quand il y a 1000 personnes, c'est très dur à maintenir. Quand il y a 20, 50 personnes, ça le reste. Et c'est aussi parce que au-delà de l'humain, d'avoir des rouages organisationnels complexes, c'est pas un plaisir Mmh. à gérer. Tandis qu'une petite boîte de gens justement très expérimentés, qualifiés, ou des gens qu'on aura fait monter, qui se Mmh. sentent bien Mmh. avec un produit qui touche beaucoup de personnes, Mmh. bah, ça pour le coup c'est génial et idéal. Mmh. C'est plus vers ça qu'on tend. On se rapproche déjà de la fin, Nicolas. D'accord, c'est passé vite. Oui, c'est passé vite. Quel conseil donneriez-vous à un jeune manager qui doit construire sa propre équipe? Prenez bien le temps avec qui vous vous associez. Prenez le temps de parler à différentes personnes. Souvent, on a tendance, et ça c'est vrai dans tout recrutement, souvent on a tendance à penser qu'il y a une pression, qu'il faut aller super vite. Et donc, on a tendance à, dès qu'il y a quelqu'un de relativement bien, on s'engage avec cette personne-là. Mmh. Et mon gros conseil, c'est prenez le temps de parler à différentes personnes, pas non Mmh. plus trop de temps, mais prenez suffisamment de temps. Et donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est que malheureusement, la réalité, c'est que ça dépend beaucoup aussi de ses moyens Mmh. avec qui on peut s'entourer. Mmh. Donc nous, par exemple, au tout début, on n'avait pas le choix. On a dû s'entourer quand on n'avait pas beaucoup d'argent, de gens qui étaient un peu moins qualifiés. Mais du coup, la vraie réponse à la question c'est de commencer Oui. avec un produit qui est simple. C'est-à-dire que dans l'ambition qu'on se donne, que ce soit seul, avec des associés ou une équipe, commencez avec un produit qui est simple, qui est petit, faites le marché. Une fois que ça marche et que c'est prouvé, vous allez pouvoir convaincre des gens qui vont investir chez vous et agrandir l'équipe. Mais le plus l'ambition est grande, par exemple, nous, c'était un peu fou de vouloir changer le monde des courses. Là, ça avance, mais donc très challengeant. Mmh. Et ça, c'est un gros conseil. Si je devais effectivement faire une nouvelle startup par la suite, je ferais quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord. Et ça aide surtout derrière, notamment, à trouver les bonnes personnes pour développer justement quelque chose de plus petit et plus simple à réaliser, à exécuter. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci, Merci. pour cet échange. Merci d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.